Salut tout le monde. Ce soir, nous allons parler d'un piège. Un piège doré, signé, scellé et livré dès votre naissance. Mais seulement si vous avez le malheur d'être une fille. Imaginez une chambre peu éclairée, un bébé vagissant dans un berceau en bois grossier et autour des regards inquiets. Pas parce que l'enfant est malade. Non, parce qu'il s'agit d'une fille, et avec elle viennent les soucis financiers, la dot. Vous ne le savez pas encore, mais votre existence est une équation économique. Un futur passif dans les registres de votre père. En Grèce antique, certains pères abandonnaient les nouveau-nés filles dans les collines, pas parce qu'ils étaient de cruels, mais parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas payer pour elles. La dot, cette contribution que la famille devait fournir pour qu'un homme daigne épouser leur fille, pouvait ruiner un foyer. Et plus votre famille était respectable, plus la somme attendue était, disons, insultante. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant qu'on y est, dites-moi dans les commentaires, vous êtes où? Et il est quelle heure chez vous en ce moment? Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous traînez dans la maison familiale, dans un monde où votre avenir est tracé dès vos premiers pas. Votre mère commence déjà à mettre de côté des draps, des broderies, un peu d'argent si elle en a. Ce n'est pas par amour du trousseau, non. C'est de la prévoyance économique. Dans certaines régions d'Italie médiévale, les familles commençaient à constituer la dot dès les premiers mois de vie. Les femmes cousaient de nuit, les hommes mettaient de côté quelques sous pour un futur mariage, encore hypothétique mais inévitable. Et là, vous vous demandez peut-être, pourquoi cette foutue dot au juste? Ah, voilà la beauté de la logique historique. La dot servait à compenser le fait qu'un homme acceptait une bouche de plus à nourrir. Oui, parce qu'évidemment, en tant que femme, vous étiez considérée comme inutile économiquement, jamais utile à la ferme, incapable de tenir un commerce, sauf exception, et trop faible pour participer aux décisions familiales. Bon investissement, hein? Mais la dot, c'est aussi une forme de garantie. Si votre futur mari décédait, vous pouviez peut-être récupérer votre mise. Le hic, il fallait prouver que vous n'étiez pas responsable de son décès, ce qui, avouons-le, dans une époque où un simple rhume pouvait tuer un homme, était juridiquement flou. Une anecdote qui a traversé les siècles. Dans l'Inde ancienne, certaines familles très pauvres se contentaient de quelques morceaux de tissu, un lit et une chèvre pour constituer la dot de leur fille. Et pourtant, même cette dot modeste suffisait à les plonger dans des dettes à long terme. Et si par malheur, la fille mourait avant ses noces, la dot était perdue. Aucun remboursement. Game over. Les historiens se disputent encore pour savoir si la dot était à l'origine une forme de protection féminine ou un outil de marchandisation. Certains la voient comme une tentative des familles de donner à leurs filles une forme d'héritage, faute d'accès à la terre ou aux droits civiques. D'autres la dénoncent comme un instrument d'oppression enveloppé dans du tulle. Et vous continuez à grandir. On vous apprend à coudre, à marcher droite, à parler doucement, à ne pas rire trop fort. Pas pour que vous soyez aimable ou intéressante, mais pour maximiser la valeur marchande de votre dot. Une fille trop vivante risquait de faire fuir les prétendants, et donc de faire perdre de l'argent. Logique. Le pire, c'est peut-être que même l'amour maternel était teinté de calcul. Votre mère, qui vous aime pourtant profondément, ne peut pas s'empêcher d'évaluer vos chances de mariage selon les normes du jour. Votre teint, votre voix, votre virginité. Tout ça, c'est coté, mon ami. Vous êtes un actif spéculatif, et dans certaines cultures, comme chez les Byzantins, plus la dot était élevée, plus vous risquiez de vous retrouver marié à un homme bien plus vieux. Un vieux notable aux dents tachées de vin, persuadé que votre silence est un gage d'obéissance. Mais que voulez-vous? Il avait les terres.
Et vous, vous aviez un rideau brodé par votre tante et une amphore d'huile. À ce stade, vous n'avez toujours aucun droit sur cette dot. Elle est à vous, en théorie, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Ce serait comme si on vous offrait une maison verrouillée, sans clé, et en vous disant « c'est à toi », mais seulement si ton futur époux est gentil et généreux. Et spoiler, il ne le sera probablement pas. On pourrait se dire que certaines filles ont peut-être échappé à ce système. Peut-être. Mais même dans les rares cas où une jeune femme choisissait son prétendant, la dot restait incontournable. On tombait amoureux, peut-être. Mais ensuite, papa devait sortir la bourse. Une forme de romantisme budgétairement limité. Ah, et si votre famille avait plusieurs filles? C'est là que ça devient rigolo. On rationnait les dots. L'aînée prenait la part du lion, la seconde héritait des restes, et la troisième. Elle finissait souvent au couvent, pas parce qu'elle voulait devenir religieuse, mais parce que le compte bancaire ne suivait plus. Et devinez quoi? Même pour entrer au couvent, il fallait une dot. On y reviendra plus tard. Donc voilà, vous avez 6 ou 7 ans et sans le savoir, vous êtes une dette vivante. Une promesse de ruine ou de prestige selon comment les cartes sont jouées. Le jeu est lancé, les pièces sont en mouvement et vous n'avez aucune voix au chapitre. Vous n'avez même pas atteint l'âge de la puberté que déjà, autour de vous, ça parle chiffres. Vous êtes là, assise, jambes croisées, à jouer avec une poupée de chiffon dont le bras pend lamentablement. Mais vos parents, eux, sont penchés au-dessus d'un registre, évaluant le coût approximatif de votre avenir matrimonial. Pas votre bonheur, non, votre valeur monétaire. Et c'est là que commence le grand jeu du troc social. Pour qu'un homme accepte de vous épouser, oui, accepte est le mot. Votre famille doit payer, pas symboliquement, concrètement, en pièces sonnantes et trébuchantes ou en biens de valeur, terre, bijoux, draps brodés, animaux. Un peu comme acheter un cheval, mais avec plus de cérémonie et moins de hennissement. La logique est implacable. Si un homme prend en charge une femme, il faut le compenser pour cette charge. C'est tellement évident, non? Vous êtes une dépense, une dépendance, un coût d'entretien. Et c'est ainsi que vous entrez dans la grande loterie matrimoniale. Parfois, ça ressemble même à un jeu d'échecs. Votre père discute avec le père du prétendant, une coupe de vin dans une main, des sueurs dans le dos. Il sait que s'il offre trop peu, la demande sera refusée. S'il offre trop, il vend peut-être la vigne familiale ou l'âne de votre petit frère. Et si vous avez le malheur d'être de santé fragile, de porter des lunettes ou, horreur, d'avoir des opinions, la dot devra être majorée pour compenser le désagrément. Charmant. Dans les familles bourgeoises italiennes de la Renaissance, des contrats de mariage complexes étaient signés des mois, parfois des années à l'avance. On y détaillait la somme exacte de la dot, ce qu'elle incluait, et même les sanctions en cas de non-paiement. Il ne manquait que la clause « satisfait ou remboursé ». Un cas enregistré à Florence raconte l'histoire d'une jeune femme dont le père, acculé par les dettes, a promis une dot astronomique pour marier sa fille à un notable local. Le mariage a bien eu lieu. La dot n'a jamais été entièrement versée. Résultat, le mari a intenté un procès, non pas à son épouse, mais à son beau-père. Famille, amour et assignation au tribunal. Et pendant ce temps, vous, la concernée, vous essayez une robe brodée pour le grand jour. Mais ne vous méprenez pas. La robe, elle aussi, fait partie de la dot. Vous la portez, comme les draps, les bijoux de votre arrière-grand-mère et ce fauteuil bancal dont personne ne voulait. Vous entendez parler d'autres filles du village. Certaines ont été promises à l'âge de 8 ans, d'autres sont sur le marché depuis leur 12e printemps, un peu comme les fruits au marché. Les plus fraîches partent vite, les autres attendent et parfois finissent dans la compote. Dans certaines régions d'Afrique du Nord médiévale, la dot n'était pas tant un cadeau au mari
qu'un investissement dans la stabilité du couple. En cas de divorce, la femme pouvait récupérer une partie de la dot. Une sorte d'assurance vie, sauf qu'il fallait survivre au mariage pour en bénéficier. Pratique. Les historiens se disputent encore pour savoir si le système de dot était réellement une initiative patriarcale ou s'il a évolué comme un mécanisme de protection. Était-ce une tentative de rendre la femme moins vulnérable dans le mariage? Ou juste un moyen de marchandiser ses chances de survie sociale? On débat, et vous souriez poliment pendant qu'un vieil oncle compare votre dot potentielle à celle de votre cousine qui, elle, a la chance d'avoir une mère issue d'une bonne famille. Vous n'avez pas de bonne famille. Alors votre père devra payer davantage pour compenser le manque d'ascendance. Étonnamment logique. Oh, et ne pensez pas que l'amour peut tout. Même dans les sociétés où les jeunes avaient leur mot à dire, la dot venait toujours avec le lot. En Inde, au XVIIIe siècle, certaines femmes refusaient d'épouser un homme dont la famille demandait une dot exorbitante. Courageuse, oui, et souvent célibataire à vie. Ce qui nous amène à cette drôle de scène. Un homme dans la trentaine, au sourire douteux, vient rendre visite à votre famille. Il vous regarde à peine, s'adresse exclusivement à votre père et demande des informations sur les apports. Oui, comme s'il évaluait l'achat d'un bien immobilier. Il pose des questions sur votre santé, vos compétences domestiques et votre dot. C'est la base de la négociation. L'amour? On verra plus tard. Vous êtes juste là, dans un coin, à faire semblant de recoudre un ourlet. Parce qu'on vous a bien appris qu'il faut paraître discrète, et habile, et silencieuse. Vous êtes une publicité ambulante pour une marchandise de luxe. Et si votre famille est trop pauvre pour une dot digne de ce nom? Il reste des options. Certaines jeunes filles se retrouvaient données en mariage à des hommes bien plus âgés, en échange d'une simple exonération de dettes. D'autres entraient comme servantes dans une maison riche, en espérant qu'un des fils les remarquerait. Autant dire que le plan était bancal. Et parfois, l'amour familial se transformait en désespoir financier. Des pères vendaient une part de leur terre ou mettaient en gage leurs outils de travail pour constituer une dot. Pas pour le prestige, juste pour éviter que leur fille ne reste célibataire, une honte sociale bien pire que la pauvreté. Le plus ironique, certaines familles allaient jusqu'à s'endetter pour payer une dot, afin de marier leur fille à un homme lui-même endetté. Deux dettes qui s'unissent, et une jeune femme au milieu, prise entre les chiffres et les attentes. Alors vous attendez. Vous avez 12, 13, 14 ans. Vous avez appris à lire un peu, à écrire joliment, à plier des draps, à broder sans froncer les sourcils. Vous ne savez pas encore pour qui, mais ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est que votre dot soit prête. Car sans elle, vous n'êtes rien. Et avec elle, vous n'êtes pas encore grand-chose. Vous vous tenez droite, immobile comme une statue, mal à l'aise dans un salon trop grand. Vos mains sont moites, même si vous les essuyez sans arrêt sur votre robe, la fameuse robe qu'on vous a fait porter juste pour voir. Devant vous, des inconnus discutent de vous à la troisième personne. Vous êtes là, présente, mais absente. Vous êtes le sujet d'une transaction et vous êtes censé sourire. Bienvenue dans le monde des enchères nuptiales. Oui, ce n'est pas une métaphore. Dans plusieurs régions du monde, de l'Inde moghole à la Mésopotamie, en passant par certaines provinces byzantines, les mariages prenaient parfois la forme de véritables marchés. Les filles y étaient présentées comme sur un podium. Les dotations étaient annoncées à voix haute, comme un vendeur décrivant la qualité d'un vin ou d'un lot de vaches. Un peu gênant, surtout quand le vin en question peut vous regarder dans les yeux. Dans la Babylone antique, des enchères publiques avaient lieu chaque année. Les plus belles jeunes filles étaient mises en lice en premier. Les hommes payaient pour les épouser. Ensuite, les moins désirables, selon des critères très subtils comme l'âge, la santé ou une simple bosse sur le nez, étaient accompagnées d'une dot inversée.
Autrement dit, on vous mariait à un homme en échange d'un paiement à lui. L'homme acceptait de vous épouser et recevait de l'argent pour ça. On vous soldait littéralement. Et là, on pourrait penser que cette pratique a disparu avec les civilisations anciennes. Ah, naïveté douce! Au 19e siècle, dans certaines zones rurales d'Europe centrale, les bals de dotation étaient encore courants. On y dansait, certes, mais chaque danse était aussi l'occasion pour les pères de montrer leurs filles et d'annoncer, parfois à voix haute, la valeur de la dot. Vous vous rappelez de l'oncle lubrique de la section précédente? Le voilà qui revient, cette fois avec son fils. Il vous jette un regard neutre, fait une moue, puis murmure quelque chose à son père. Les négociations commencent, et vous vous accrochez à une chaise, en essayant d'avoir l'air gracieuse, tout en ayant envie de disparaître dans le plancher. Un fait historique à digérer en silence, à Athènes, au 5e siècle avant notre ère, une dot importante pouvait même servir d'arme politique. Certains hommes cherchaient activement à épouser des femmes de grande famille, non pour l'amour, ni même pour l'héritage, mais uniquement pour la dot. On l'acceptait, c'était la norme. Et en cas de divorce, eh bien, il fallait rendre la dot. C'était parfois la seule chose qui dissuadait les séparations. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces marchés matrimoniaux étaient réellement humiliants ou s'ils offraient aux femmes un rare moment de visibilité sociale. Certains textes laissent entendre que des femmes bien dotées pouvaient, en théorie, avoir un certain pouvoir de décision. D'autres estiment que ce pouvoir était purement illusoire, une façade de liberté sur une structure verrouillée. Et puis, il y a les cas insolites. En Transylvanie, on a retrouvé des registres du XVIIe siècle où les filles portaient des pancartes autour du cou indiquant leur dot. Oui, comme des prix. Une façon d'éviter les discussions. Plus rapide, mais pas forcément plus digne. Vous vous demandez peut-être, et l'Église dans tout ça? Ne jouait-elle pas un rôle de protection? Eh bien, non. L'Église, dans bien des cas, cautionnait la pratique, tant que le mariage était consenti. Et le consentement, à l'époque, était une notion malléable. Si vous ne criez pas trop fort, on considérait que vous étiez d'accord. Dans certaines villes d'Asie du Sud-Est, la dot n'était pas donnée à l'époux, mais à la famille du mari. Une différence subtile mais importante. Cela transformait la femme en passerelle entre deux clans. Vous n'étiez pas seulement une épouse. Vous étiez une alliance vivante, un gage de paix ou de prospérité. Et si votre dot était jugée insuffisante, les tensions montaient. Pas entre vous et votre mari. Non, entre les deux familles. Rien de tel pour commencer une relation amoureuse, hein? Une anecdote douce, amère, nous vient de l'Empire ottoman. Une jeune femme, dotée d'un tapis rare brodé par sa grand-mère, devint convoitée non pour elle-même, mais pour le tapis. L'homme qui l'épousa plaça le fameux tapis dans son magasin. Une vitrine, un trophée. Elle passait ses journées à coudre en silence dans l'arrière-boutique. Et vous vous retrouvez, soudainement, promise à un homme que vous connaissez à peine. Il a approuvé la dot. Le contrat est presque signé. Et vous ne vous souvenez même plus s'il a des dents. C'est secondaire. Il a accepté les draps, la chèvre et la jarre d'huile parfumée. Vous espériez peut-être une échappatoire. Que le cousin éloigné que vous aimez en secret se manifeste et vous enlève à cheval sous la lune. Mais il n'a pas de cheval. Et votre dot est trop basse pour que sa famille approuve l'idée. Et donc, voilà, le grand jour approche. On commence à emballer les objets, à préparer le trousseau. Vous n'avez toujours pas eu de vraie conversation avec votre futur mari. Mais bon, vous savez qu'il aime le fromage fort et les jeux de dés. C'est un début. Et le plus ironique, dans tout ce processus d'enchère sociale, personne ne vous a demandé si vous vouliez, vous marier, mais vous avez été choisi et acheté, et dans votre monde, c'est un honneur, ou du moins, un destin. Vous êtes marié. Enfin, marié est un grand mot.
Disons que vous avez changé de maison, de lit, de nom, de routine, mais pas de destin. Vous portez désormais des bijoux que vous n'avez pas choisis, dans une maison que vous n'avez pas dessinée, aux côtés d'un homme que vous n'avez pas vraiment regardé dans les yeux avant le jour du mariage. Et votre dot? Ah, votre fameuse dot, celle qu'on a emballée précautionneusement dans des coffres odorants de lavande. Celle pour laquelle votre père a vendu une parcelle de terrain. Eh bien, elle a changé de main. Officiellement, la dot reste à vous. En théorie, un peu comme un objet en dépôt dans le salon de votre mari. En pratique, c'est lui qui en gère chaque pièce, chaque drap, chaque sou. Il peut s'en servir pour acheter des outils, pour investir dans une affaire, voire pour offrir un cadeau à sa propre mère. Et vous, vous êtes invité à ne pas vous mêler des affaires d'hommes. Charmant. Dans la Rome antique, la loi précisait que la dot devait revenir à la femme en cas de décès du mari, mais avec des exceptions, beaucoup d'exceptions. Par exemple, si le mari avait dilapidé la dot dans l'intérêt du foyer, il n'était pas tenu de la restituer, et déterminer ce qui était dans l'intérêt du foyer était une zone grise parfaite pour les abus. Vous imaginez bien le tableau. Vous vous souvenez de votre trousseau, ces draps cousus par votre mère, cette vaisselle transmise de génération en génération. Ils sont maintenant utilisés pour les dîners entre hommes. Et lorsque vous osez faire remarquer qu'un plat précieux est fendu, on vous regarde comme si vous veniez de critiquer la gravité. Ce n'est plus vraiment à toi, murmure votre belle-sœur. Elle le pense sincèrement. Mais la dot n'est pas seulement économique. Elle est aussi un levier juridique. Dans certaines cultures médiévales, si vous quittiez votre mari, il pouvait garder la dot, même si c'était pour cause de violence ou d'abandon. Et si vous restiez, il pouvait la dilapider lentement sans que vous ayez le moindre recours. Un piège bien ficelé. Les historiens se disputent encore pour savoir si ce pouvoir du mari sur la dot était d'origine coutumière ou s'il avait été légitimé plus tard par les autorités religieuses. Certains estiment que dans les sociétés plus égalitaires, comme certaines cités précolombiennes, la dot restait sous le contrôle de la femme. D'autres soutiennent que, même là, la pression sociale suffisait à en priver les épouses. Et vous, dans tout ça, vous passez vos journées à gérer le foyer, parfois à superviser des servantes, si vous avez de la chance, souvent à tout faire vous-même. Vous portez vos plus beaux habits le dimanche, pas pour faire plaisir à votre mari, mais pour prouver à la belle famille que la dot a bien servi. Traduction. Vous êtes utile à quelque chose. Une anecdote étrange nous vient du Portugal du XVIIe siècle. Une femme, dont la dot comprenait une collection d'œuvres religieuses rares, s'est retrouvée spoliée par son mari, qui les a données à un monastère prétendant qu'elle voulait se rapprocher de Dieu. Elle a tenté de récupérer ses biens. Elle a perdu. Il a été félicité pour sa piété. On applaudit. Et comme vous êtes désormais considéré comme une adulte, vous êtes invité à gérer un petit budget personnel. Mais attention, ce n'est pas un droit. C'est une faveur. Si votre mari décide un jour de ne plus vous donner votre monnaie hebdomadaire, vous n'aurez aucun recours. Même vos broderies, si vous les vendez au marché, peuvent être considérées comme appartenant au foyer conjugal. Pas à vous, parce que vous êtes marié, donc intégré, donc fondu dans le collectif. Pratique, non? Parfois, vous entendez des rumeurs sur des femmes qui ont repris le contrôle de leur dot. Des veuves surtout, des femmes très riches aussi. Une fois, au marché, on vous raconte qu'une marchande de soie a fait inscrire une clause dans son contrat de mariage stipulant qu'elle garderait un droit de regard sur la gestion de sa dot. Vous trouvez ça courageux et totalement inatteignable. Les seules fois où vous sentez que la dot vous appartient encore un peu, c'est lorsqu'elle est invoquée contre vous. Une vaisselle cassée? Elle vient de ta dot, sois plus soigneuse. Une servante insolente? C'est toi qui l'as amenée dans ton trousseau. À toi de la recadrer. Une querelle familiale?
On a bien voulu de toi parce que la dot était intéressante. Merci pour la tendresse. Et même les objets intimes n'échappent pas à ce contrôle. Le petit coffret à bijoux que votre mère vous a offert, il est à toi, bien sûr, mais il reste dans notre chambre. Vous n'avez pas de clé. Vous n'avez pas de coffre-fort. Vous avez un droit théorique sur des possessions très concrètes, et le plus cruel dans tout cela, c'est qu'on vous rappelle régulièrement que vous avez de la chance, que votre mari n'est pas violent, qu'il gère les finances avec compétence, qu'il a l'élégance de ne pas boire la dot, comme si la décence était un luxe, et l'abus la norme. Vous n'êtes pas maltraité, vous êtes juste rendu invisible, à travers vos propres biens, et chaque fois qu'on vous parle de gratitude, vous souriez comme on sourit à table en famille, en espérant qu'un jour peut-être on vous écoutera sans vous évaluer. Mais pour l'instant, la dot parle à votre place. Et vous, vous la servez. Le silence s'est installé dans la maison depuis plusieurs semaines. Il ne vous parle plus, ou alors à travers des ordres brefs, presque administratifs. Vous sentez que quelque chose a glissé, quelque chose d'irréparable. Et vous y avez pensé, bien sûr. Partir, fuir, le quitter. Mais voilà, quitter son mari, ce n'est pas seulement un scandale, c'est une opération à haut risque. Parce qu'une femme mariée qui demande le divorce perd presque tout, surtout sa dot. Dans la majorité des systèmes juridiques historiques, du droit romain tardif au code civil napoléonien, en passant par la charia dans certaines interprétations, la dot est rendue si le mariage est rompu, mais rarement dans les conditions idéales pour la femme. Si lui décide de partir, il peut rendre une partie, peut-être. S'il est de bonne humeur, si vous décidez de partir, vous avez de grandes chances de ne rien revoir. Même votre robe de mariage, techniquement, peut rester dans la maison conjugale. Vous vous souvenez de cette amphore parfumée offerte par votre tante? Elle trône toujours sur la cheminée, mais elle ne vous appartient plus vraiment. Elle fait désormais partie du décor d'une maison où vous n'avez plus le droit de rire. Dans les cités grecques antiques, il existait une procédure officielle, la apopampsis ou renvoi de l'épouse. Il suffisait au mari de déclarer publiquement qu'il renvoyait sa femme. C'était réglé. En revanche, si c'était la femme qui voulait partir, elle devait passer par l'archonte, un magistrat, expliquer sa situation, justifier son départ et espérer, beaucoup espérer. Les historiens se disputent encore pour savoir si les lois sur la restitution de la dot en cas de divorce étaient véritablement appliquées de manière équitable ou si elles servaient surtout à dissuader les femmes de faire valoir leurs droits. Certains dossiers laissent entrevoir des restitutions partielles, mais les juges, toujours masculins, statuaient rarement en faveur d'une épouse trop émotive. Et vous, vous êtes là, à peser chaque mot que vous pourriez prononcer. Parce que si vous demandez la séparation, vous n'êtes pas seulement une femme qui s'en va. Vous êtes une traîtresse au contrat familial, une ingrate. Et puis, que ferez-vous sans dot? Revenir chez vos parents? Mais votre chambre est devenue un cellier. Et vos parents sont fatigués et honteux. Une anecdote conservée dans les archives d'une petite ville du sud de la France raconte l'histoire d'une femme battue par son mari. Elle a fui. Elle a plaidé. On l'a autorisée à divorcer. Mais la dot, gardée pour le bien des enfants. Sauf qu'elle n'en avait pas. Détail administratif. Et s'il y a des enfants, d'ailleurs, c'est encore mieux. Car même si vous partez, vous n'avez pas de droit sur eux. Ils restent avec le père, et la dot sert à les élever. Traduction. Vous financez leur éducation à distance sans jamais les voir. Délicat. On pourrait penser que certaines femmes ont réussi à contourner ce piège. C'est vrai. Quelques-unes, très peu nombreuses, ont obtenu des clauses spécifiques dans leur contrat de mariage. Des lignes minuscules qui stipulaient que la dot serait restituée en totalité en cas de mauvais traitement ou d'abandon. Mais il fallait prouver les mauvais traitements. Et votre parole seule ne suffisait pas. Un juge pouvait décider que l'incompatibilité d'humeur n'était pas un motif valable, que la jalousie excessive de votre mari prouvait son attachement,
que ces silences prolongés étaient dus à son stress professionnel. Oui, même au XVIIIe siècle, le stress professionnel existait, surtout quand la gestion de votre dot tournait au fiasco. Vous entendez parfois des murmures dans les marchés. D'autres femmes, certaines disent qu'il vaut mieux rester, pour éviter les problèmes. D'autres rêvent de fuir, mais ne savent pas où aller. Et puis, il y a les rares courageuses. Celles qui sont parties, ont refait leur vie, parfois même ont ouvert un commerce. Des héroïnes fatiguées, souvent affamées, mais fières. Et vous, vous hésitez. Vous avez dressé une liste mentale. Objets que vous pourriez emporter sans trop attirer l'attention, contacts fiables, souvenirs que vous refusez d'abandonner. Mais tout est flou. Même vos sandales grincent trop fort quand vous essayez de marcher en silence. C'est peut-être un signe. Votre mari, lui, dort profondément. Il ronfle comme une forge mal huilée. Il ne se doute pas de vos pensées. Ou peut-être qu'il s'en doute, mais il sait qu'il détient la clé de la cage. La dot. Une dot qui, à ce stade, est devenue plus qu'un bien matériel. C'est votre identité sociale, votre preuve d'existence légitime. Sans elle, vous êtes une femme seule. Et une femme seule est suspecte, dangereuse, inclassable. Et là, soudainement, vous réalisez quelque chose. Ce n'est pas seulement qu'on vous a enchaîné à un homme, c'est qu'on vous a enchaîné à un système où votre valeur est comptée, mais jamais pesée. Un système où l'acte même de partir transforme votre dot en une arme, contre vous. Alors vous restez, pour l'instant. Vous souriez à moitié, en servant le dîner, pendant qu'il vous ignore en mastiquant. Vous vous accrochez à l'idée que, peut-être un jour, il mourra. C'est terrible à penser, mais libérateur. Parce qu'alors, peut-être, vous récupérerez quelque chose. Mais en attendant, votre dot dort avec lui. Et vous, vous veillez. Le voilà, ce jour que vous n'osiez même plus espérer. Il est mort. Brusquement ou lentement, cela importe peu. Ce matin-là, la maison est remplie de parfums d'encens, de murmures entrecoupés de soupirs, de regards ambigus. Et vous, vous êtes veuve. Cela devrait signifier la liberté, non? Dans les livres, dans les contes, la veuve retrouve parfois sa voix, son autonomie, son droit de respirer à son rythme. Mais vous apprenez vite que l'indépendance, comme la dot, est un concept souvent conditionnel. Et que le deuil, chez les femmes, est autant un statut social qu'un sentiment. Dans l'Égypte gréco-romaine, par exemple, une veuve pouvait, en théorie, réclamer la restitution complète de sa dot. Mieux encore, elle pouvait la gérer elle-même. Acheter, vendre, prêter de l'argent. On a même retrouvé des reçus de transactions signés de la main de veuves égyptiennes. Prometteur. Mais chez vous, ce n'est pas aussi simple. Votre belle famille arrive rapidement. Ils prennent des airs éplorés, vous offrent des étreintes à moitié crédibles, et puis s'installent dans le salon, comme s'ils ne comptaient jamais repartir. Et dans leurs yeux, vous le voyez, la dot, ou plutôt ce qu'il en reste. Des terres, des biens meubles, une maison partagée. Ils veulent savoir, pas parce qu'ils doutent de votre loyauté, mais parce qu'ils doutent de vos droits. Et c'est là que vous entrez dans la danse macabre de la restitution. Techniquement, votre dot doit vous être rendue, en partie ou en totalité, selon les clauses du contrat de mariage, que vous n'avez pas, bien sûr, parce qu'il est entre les mains du notaire du village, un cousin de votre défunt mari. Bonne chance. Les historiens se disputent encore pour savoir si les veuves étaient réellement plus libres que les femmes mariées. Certains textes médiévaux les présentent comme des figures puissantes, capables de gérer des domaines, de faire du commerce, d'enseigner. D'autres sources décrivent leur quotidien comme une suite d'humiliations, de pressions et de harcèlement administratif pour rendre compte de chaque denier. Et vous devez vous battre pour récupérer un simple coffre de draps. Vous entendez votre beau-frère dire que ces objets faisaient partie de la communauté conjugale. Une manière polie de dire
que ce n'est plus à vous. Une autre voix murmure que la dot a été investie dans l'agrandissement de la grange. Une bonne décision pour le foyer, mais pour vous, rien. Dans certaines régions d'Europe, une veuve devait attendre un an avant de pouvoir réclamer quoi que ce soit. Une année de deuil imposée pendant laquelle elle n'avait ni revenu, ni soutien, ni autorisation de vendre des biens. Une façon élégante de vous pousser à vous remarier rapidement, et ainsi recommencer le cycle. Nouvelle dot, nouveau mari, nouveau contrat. Mais vous n'en pouvez plus. Vous avez donné votre jeunesse, votre silence, vos bijoux. Vous ne voulez pas recommencer. Vous voulez choisir, ou du moins avoir l'illusion de choisir. Alors vous commencez à défendre votre cause. Vous retournez voir ce notaire, avec votre voile noire et votre voix ferme. Vous récitez de mémoire ce que vous savez de votre contrat. Vous évoquez les objets offerts, les sommes versées, les accords pris à voix haute le jour des noces. Il vous écoute, à moitié. Puis vous tend un formulaire. On verra. Bien sûr, une anecdote poignante vient d'une province flamande du 15e siècle. Une veuve, dotée d'un petit verger, tente de récupérer sa parcelle. Son beau-frère l'occupe, elle engage une procédure, elle perd. Et dans les registres, la mention finale, veuve en quête de paix. Triste résumé. Et parfois, le piège se referme autrement. Si votre dot comprenait des terres, mais que vous n'avez pas de fils, elles peuvent passer à la famille du mari, même si c'était votre héritage, même si elles étaient dans votre famille depuis des générations, parce que vous êtes une femme, et qu'une femme, même veuve, ne transmet pas, elle relaye. Et vous, dans votre cuisine désormais silencieuse, vous vous accrochez à ce que vous pouvez, le petit miroir fissuré que votre mère vous a offert, le tabouret sur lequel vous brodiez, la boîte de perles cachée au fond d'un tiroir. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à vous. Vraiment, on vous conseille de vous remarier. Une veuve seule, c'est louche. Une veuve jeune, c'est dangereux. Vous souriez, poliment. Vous hochez la tête, mais à l'intérieur, vous hurlez. Il est hors de question de recommencer. Et parfois, dans la rue, vous croisez d'autres veuves. Elles vous regardent avec cette expression particulière, un mélange de fatigue, de complicité, de résignation. Vous échangez quelques mots, un soupir, un regard, et vous comprenez que vous n'êtes pas seul. Car même si la dot vous a piégé pendant toutes ces années, même si elle vous hante encore, vous sentez naître un frisson, un minuscule frisson de liberté. Faible, fragile, mais réel. Vous n'avez plus à plaire, plus à sourire, plus à offrir. Il vous reste peu, mais ce peu est à vous. Et même si le monde continue à vous observer comme une anomalie, une femme non rattachée, vous commencez à marcher un peu plus droit, plus lentement, mais plus sûrement. Parce qu'un jour, peut-être, vous ne serez plus seulement la veuve de. Vous serez juste vous. Vous marchez d'un pas régulier, le chapelet en main, la tête couverte. Le chemin de terre monte doucement vers un bâtiment en pierre aux fenêtres étroites. Non, vous n'allez pas à une visite de famille. Vous êtes en route vers un couvent, pas pour prier, pas pour méditer, pour négocier. Car même ici, même dans la maison de Dieu, rien n'échappe à l'éternelle logique de la dot. Oui, vous avez bien entendu. Entrer dans un couvent, cela se paie, et pas avec des prières. Avec une dot, une autre, encore. On appelle ça la dot monastique, parfois plus discrète que la dot conjugale, mais tout aussi incontournable. On l'exige pour couvrir les frais de vie de la nouvelle sœur, logement, nourriture, habits, manuscrits à copier. La paix de l'âme a un tarif. Dans certaines régions d'Europe, notamment en France et dans les États italiens, les familles devaient préparer une seconde dot, parfois presque aussi élevée que celle d'un mariage, pour qu'une fille puisse prononcer ses vœux. Sinon, la porte restait fermée, ou, dans le meilleur des cas,
On vous reléguait au rang de servante du monastère, sans nom, sans vœux, sans statut. Et donc, vous voilà de nouveau plongé dans un balai de chiffres et de biens. Peut-être que votre famille préfère vous voir ici, cloîtrée et silencieuse, plutôt qu'à la maison, veuve encombrante ou célibataire vieillissante. Peut-être que c'est vous qui avez choisi cette voie. Mais le choix ne suffit pas. Il faut, comme toujours, payer pour exister. Une anecdote curieuse nous vient d'un couvent en Savoie. Une jeune fille a été acceptée sans dot parce qu'elle possédait une voix exceptionnelle et pouvait chanter les offices divins comme une cantatrice. Pendant 5 ans, tout allait bien, jusqu'au jour où sa voix se brisa. Résultat, elle fut renvoyée discrètement, pour défaut d'utilité spirituelle. Pratique. Et vous, dans ce couvent aux murs glacés, vous observez les autres sœurs. Certaines prient avec ferveur, d'autres brodent inlassablement. Quelques-unes chuchotent, échangent des regards qui en disent long. Car ici aussi, le monde n'est pas absent. Il est juste en sourdine. Et les histoires de dot perdues, de mariages ratés, d'héritages confisqués y circulent comme des prières secrètes. Les historiens se disputent encore pour savoir si les couvents étaient une échappatoire pour les femmes ou une prison déguisée. Certains affirment qu'ils offraient une forme rare d'indépendance, éducation, pouvoir interne, parfois même autorité économique. D'autres rétorquent que c'était juste une autre cage, parfumée d'encens, certes, mais avec des barreaux faits d'or et de silence. Et comme toujours, ce sont les plus pauvres qui trinquent. Si vous n'avez pas la dot, pas de famille pour négocier, pas de talent utile, vous restez dehors, ou bien vous êtes toléré à l'intérieur, dans les zones d'ombre du cloître, à laver les latrines ou recoudre les vêtements liturgiques. Une demi-vie offerte à Dieu faute de mieux. Dans certains ordres, on distinguait les sœurs de cœur, souvent nobles ou dotées, et les sœurs converses, sans dot, affectées aux tâches les plus rudes. 2 classes sociales, même sous le même toit. Même en religion. L'égalité des âmes, oui, mais pas celle des coffres. Et vous sentez la différence? On vous regarde autrement, on vous attribue une cellule un peu plus petite, un fil un peu moins soyeux pour votre tunique. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la comptabilité sacrée. Une veuve plus âgée, avec qui vous partagez la cuisine, vous raconte que certaines familles préféraient te mettre leurs filles au couvent, non pas par piété, mais par calcul. Moins coûteux que de les marier à un homme exigeant, et surtout, on évite les querelles d'héritage. Les filles sans descendance, c'est plus simple, plus net. Une autre vous murmure qu'elle a été offerte à Dieu à 14 ans, alors qu'elle rêvait d'apprendre la médecine. Sa dot n'était pas suffisante pour accéder à une université, mais suffisante pour acheter une cellule de silence. Ironie divine. Et pourtant, il y a dans ce lieu quelque chose d'apaisant. Une lenteur, une régularité, un ordre. Le monde extérieur, avec ses négociations âpres et ses regards scrutateurs, semble loin. Ici, au moins, on ne vous évalue pas en fonction de vos hanches ou de votre fertilité, seulement de votre obéissance. Mais même cette sérénité a un prix. Vous devez renoncer à vos biens ou les voir utilisés sans retour. Vous devez vous taire. Accepter que votre contribution à ce monde clos soit comptée, enregistrée et jamais vraiment considérée comme vôtre. Vous êtes ici grâce à votre dot, pas à votre foi. Et vous commencez à comprendre. La dot n'était pas un passage. C'était un passeport. Un visa pour exister dans l'un des rares rôles autorisés à une femme. Épouse, veuve, religieuse. Mais toujours évaluée. Alors, le soir venu, dans votre cellule, vous regardez la lueur vacillante d'une bougie. Vous pensez à votre trousseau d'autrefois, aux objets qui vous ont défini, et à ce qu'il reste de vous, maintenant qu'ils ne sont plus là. Peut-être qu'un jour, vous trouverez un endroit où être ne dépend pas de ce qu'on apporte. Mais pour l'instant, vous êtes ici, en paix relative,
cloîtré, mais lucide. Et cela, mine de rien, c'est déjà un luxe. Vous ouvrez les yeux sous un ciel différent. Plus chaud, plus poussiéreux, peut-être l'Inde, peut-être le Brésil, peut-être l'Afrique de l'Est. Car vous n'êtes plus en Europe. Le récit vous a transporté loin, dans un monde colonial où la dot voyage aussi, mais ici, elle se mêle à d'autres logiques, celles de la conquête, de la race et du pouvoir impérial. Vous êtes une jeune fille métisse dans un comptoir portugais du XVIe siècle. Votre peau est trop claire pour être indigène, trop foncée pour appartenir pleinement à la noblesse coloniale. Et pourtant votre père, un marchand enrichi, veut vous placer. Il prépare une dot. Pas une simple valise de drap, non. Ici, la dot inclut parfois un terrain cultivable, ou même une ou deux personnes réduites en esclavage. Oui, la dot coloniale peut être abominablement hybride, mélange de biens, de terres, d'humains. Car dans l'Empire, tout est transaction, et la dot devient l'un des instruments les plus efficaces de contrôle social. Elle sert à verrouiller les alliances entre les colons, à protéger les patrimoines, et surtout à préserver la pureté des lignées, comme on dit si joliment dans les registres de mariage. Une anecdote frappante nous vient de Goa, dans l'Inde coloniale portugaise. Une jeune femme indo-portugaise, dotée richement par son père, est refusée par plusieurs prétendants blancs parce que sa mère était locale. Sa dot est alors doublée. Là, soudainement, elle devient acceptable. L'argent lave bien des choses, semble-t-il. Mais jamais entièrement. Les historiens se disputent encore pour savoir si les dots coloniales étaient simplement des copies du modèle européen ou si elles constituaient un système de domination à part entière. Certains pensent qu'elles ont civilisé les structures matrimoniales locales. D'autres, plus lucides, y voient un outil de soumission économique et culturelle. Et vous, dans cette époque lointaine, vous êtes à la croisée des mondes. Si vous épousez un colon, votre dot doit impressionner pour compenser votre origine. Si vous épousez un homme local, votre dot peut être plus modeste, mais votre statut social baisse. C'est un jeu cruel, sans vraie issue gagnante. Dans les colonies françaises des Antilles, des femmes libres de couleur dotées et instruites parvenaient parfois à épouser des officiers européens, mais leur dot devait être astronomique et leur conduite irréprochable. À la moindre rumeur, à la moindre incartade, leur union pouvait être annulée et la dot confisquée. Et si vous étiez issu d'une famille esclavagiste? Votre dot pouvait contenir des êtres humains. Une pratique glaçante, documentée dans de nombreux registres, mariage et marchandage devenaient synonymes. L'amour, un luxe colonial, réservé aux Romans. Même les missions religieuses ne faisaient pas exception. Des orphelines locales, élevées dans les pensionnats catholiques, étaient parfois dotées par l'Église elle-même, pour qu'elles épousent des artisans ou des soldats européens. Une forme de conversion matrimoniale. On vous offrait un toit, un mari, une croix et une disparition sociale de vos racines. Et vous, dans ce décor tropical aux couleurs saturées, vous sentez que votre destin est dicté non seulement par votre sexe, mais par votre place dans l'ordre impérial. Vous êtes une charnière, une variable d'ajustement dans les jeux coloniaux. La dot, ici, n'est pas seulement un fardeau, c'est un passeport ou un mur. Une autre anecdote glaçante. En Afrique du Nord, sous protectorat français, certaines jeunes filles berbères étaient promises à des officiers européens. En échange, leurs familles recevaient des dots d'État. Une tentative d'intégration forcée. Ces dots étaient parfois financées par des fonds publics. Oui, vos noces pouvaient être subventionnées, au nom de l'Empire, et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, à Paris ou Lisbonne, des hommes en costume rédigent des décrets, ignorant tout débit qu'ils recomposent par l'intermédiaire de ces dots. Pour eux, c'est une politique. Pour vous, c'est votre vie. Et votre silence. Et pourtant, certaines femmes résistent,
Une créole de Saint-Domingue refuse d'épouser le mari imposé malgré une dot colossale. Elle fuit, ouvre un petit commerce de tissus, elle est poursuivie, condamnée à rembourser la dot, qu'elle n'a jamais touchée. Les dots coloniales ne s'arrêtent pas aux épousailles, elles touchent la transmission. Vos filles, vos sœurs, vos cousines, chaque mariage devient un moment de tension. La dot est-elle assez blanche, assez riche, assez convenable? Et vous réalisez que dans ce monde tordu, votre valeur est toujours conditionnée. À votre couleur, à votre langue, à votre religion, à votre soumission. La dot n'efface pas la différence. Alors vous marchez lentement, les pieds nus dans la poussière rouge, en direction d'une maison blanche aux volets fermés. Votre robe est belle, votre dot est complète, mais vous ne vous sentez pas entière, juste offerte. Vous entrez dans un salon trop doré, trop lourd, trop rempli de portraits familiaux peints avec une générosité suspecte. Dans ce château d'apparat, tout suinte le souci de l'image, du rang, et surtout des alliances. Car vous êtes désormais dans le monde des nobles, là où la dot n'est plus un simple enjeu financier, mais une stratégie géopolitique à l'échelle familiale. Et parfois, à la limite du grotesque. Ici, chaque mariage est un pacte. Pas d'amour, pas même de respect, uniquement de l'arithmétique sociale. Vous êtes une pièce d'échec, soigneusement déplacée sur l'échiquier dynastique. Et votre dot, l'arme principale, un outil pour sceller les alliances, calmer les dettes, récupérer des terres ou éteindre des rivalités vieilles de 3 générations. On vous marie à votre cousin. Pas le gentil cousin qui vous faisait des grimaces pendant les banquets, non. Celui dont le regard est légèrement inquiétant et la santé intestinale instable. Pourquoi lui? Parce que ses parents sont ruinés, mais nobles, et que votre famille, riche mais d'origine roturière, veut un blason. Échange équitable, sang bleu contre coffre plein. Les archives regorgent d'histoires aussi absurdes qu'inquiétantes. Comme celle de cette duchesse autrichienne promise à son propre neveu pour conserver la lignée et éviter que la dot ne sorte du patrimoine familial. Elle avait 35 ans, lui 16. La dot comprenait 3 manoirs, 14 tapisseries et un clavecin signé. L'amour est dans les détails. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces dots démesurées ont réellement permis aux grandes familles de survivre ou si elles ont précipité leur chute. Car oui, parfois, les dots devenaient si élevées qu'elles provoquaient des banqueroutes planifiées. Les familles vendaient des châteaux, hypothéquaient des mines, tout ça pour marier une fille. Et parfois, à perte. Et vous, vous êtes cette fille. On vous habille pendant des heures, on vous apprend à marcher comme une princesse et à sourire sans montrer les dents. Pas pour séduire, non. Pour ne pas effrayer les négociateurs. Votre robe pèse autant qu'une enclume. Votre coiffure vous comprime le crâne. Mais ce qui pèse le plus, c'est cette somme astronomique que votre famille a rassemblée. 20 000 florins, 3 hectares de vignes, 5 servantes et un coffret de perles noires. Tout le monde autour de vous chuchote les chiffres comme des prières. On ne dit plus votre prénom. On dit « celle avec la dot de 20 000 ». Et si par malheur vous êtes une cadette, c'est encore plus savoureux. Vous n'avez droit qu'à une demi-dot. Ou bien vous êtes envoyé au couvent, encore lui, ou marié à un homme plus vieux, moins fortuné, mais qui accepte votre rabais. Une forme de solde social. Une anecdote saisissante vient de la cour de Louis XIV. Une jeune noble de province, très bien dotée, fut choisie pour épouser un comte célèbre, mais lourdement endetté. Le roi lui-même assista au mariage. 2 ans plus tard, la dot avait disparu dans des jeux de cartes et des habits brodés. La jeune épouse fut renvoyée chez ses parents, ruinée, réputée inutile. Et vous sentez l'ironie. Plus la dot est élevée, moins vous avez de liberté. Car plus on a payé pour vous, plus on attend que vous vous teniez bien. Droit, silencieuse
élégante, discrète, comme un meuble très cher. Dans certaines familles, on poussait même le raffinement jusqu'à écrire des manuels privés expliquant comment rentabiliser la dot d'une épouse. Oui, comme un bien locatif. On y listait des bonnes pratiques, éviter les enfants trop rapprochés, surveiller les dépenses vestimentaires, éviter les discussions politiques. Le bonheur en tableau Excel. Les dots ne servaient pas qu'à acheter des alliances. Elles étaient aussi une assurance contre les aléas du pouvoir. Un père pouvait marier sa fille à un jeune noble prometteur, et si celui-ci montait en grade, toute la famille en bénéficiait, à condition que la dot ait été stratégique. Sinon, tant pis. Et puis, il y avait les dots fantômes, celles promises mais jamais payées. Une escroquerie de haut niveau. On promettait monts et merveilles, puis on envoyait la fille, avec un trousseau et quelques plats en argent. Une fois le mariage scellé, difficile de revenir en arrière, sauf à déclencher un duel ou une guerre de succession. Option peu reposante. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas une femme ici. Vous êtes une valeur mobilière. On vous promène, on vous présente, on vous vante. Et parfois, on vous oublie dans un salon trop doré, entre deux tapisseries, jusqu'à ce qu'un nouveau pacte familial réclame votre présence. Et même après votre mariage, votre dot continue de circuler dans les discussions, comme un mythe fondateur. Elle avait une belle dot, mais elle ne parle pas assez. Oui, mais sa dot comprenait un domaine entier. Tu sais, sa sœur a eu une dot 2 fois plus grande. Des chuchotements en boucle, comme des échos d'un monde où les chiffres priment sur les visages. Et vous vous taisez. Encore, toujours. Mais à l'intérieur, vous hurlez. Le monde a changé. Ou du moins, il prétend l'avoir fait. Vous marchez dans une rue pavée de vitrines modernes, d'avocats spécialisés en divorce express, de wedding planners qui parlent de robes en dentelle et de playlists Spotify personnalisées. Et pourtant, dans les sous-sols du mariage, la dot n'a jamais tout à fait disparu. Elle a simplement changé de nom, de forme, de ton. Aujourd'hui, on parle de contribution au ménage, de cadeaux de mariage conséquents, de clauses financières anticipées dans les contrats prénuptiaux. Mais derrière ces expressions modernes flotte l'écho lointain d'un vieux système. Un système où se marier signifie encore, trop souvent, investir et, parfois, piéger. Vous êtes une femme du 21e siècle. Vous travaillez, vous payez vos factures. Et pourtant, dès que le mot mariage surgit, une mécanique invisible s'enclenche. Qu'apportez-vous? Non plus des vaches, ni des tapisseries, mais un salaire, un appartement, un nom peut-être, une stabilité. La dot digitale. Une anecdote vous revient, entendue dans un dîner. Une amie, brillante avocate, se voit proposer un contrat prénuptial par son fiancé. Il insiste pour stipuler que si elle divorce, elle devra lui rendre les frais du mariage. En cas de faute de sa part à lui, bien sûr. Prévoyance ou domination 2.0? Les historiens et les sociologues, désormais, se disputent encore pour savoir si les logiques de dot persistent par inertie culturelle ou si elles se sont simplement maquillées. Certains soutiennent que l'égalité progresse. D'autres rétorquent que dans de nombreuses cultures, la pression est encore là, sourde mais puissante. Et vous le voyez. Dans certaines familles, on exige toujours que la mariée soit à la hauteur. Qu'elle ait une situation, un appartement, une capacité à contribuer. Pas forcément financièrement, mais symboliquement, être un bon choix, un bon placement. Vous ouvrez Instagram. Vous voyez les photos d'un mariage luxueux. La mariée porte une robe à 6 000 €, les alliances ont leur propre shooting photo et tout le monde commente. Quel beau couple, quel mariage réussi. Mais qui a payé quoi? Et surtout, qui a donné quoi de soi-même pour que cela ait lieu? Dans certaines régions encore, en Afrique, en Asie du Sud, au Moyen-Orient, les dots existent officiellement,
Elles sont discutées, négociées, parfois imposées, et trop souvent, elles deviennent une pression violente. Chaque année, des femmes meurent pour une dot jugée insuffisante. On les brûle, on les bannit, on les réduit au silence. Et même ici, en Occident, la logique perdure à travers les mariages stratégiques. 2 carrières compatibles, 2 salaires, 2 patrimoines. On ne le dit pas comme ça, bien sûr. On parle d'affinité, de valeurs communes. Mais l'économie n'est jamais bien loin. Même l'amour aime les chiffres. Vous repensez à votre arrière-grand-mère, forcée de se marier pour sauver l'honneur de la famille, à votre grand-mère qui n'a jamais su ce qu'était un compte bancaire à son nom, à votre mère qui s'est battue pour signer un crédit seule. Et vous lisez encore des articles sur comment ne pas paraître trop indépendante pour ne pas effrayer un partenaire potentiel. Évoluer, vraiment? Une amie vous dit un jour, « Tu sais, le plus triste, c'est que même quand tu veux rien devoir à personne, on t'attend quand même au tournant. » Elle a payé sa part du mariage, a refusé les cadeaux familiaux et pourtant, au dîner, on chuchote. Elle a eu de la chance, elle a trouvé un homme qui a accepté son caractère. La dot moderne, c'est parfois cela. Un effort constant pour ne pas en devoir trop, mais en apporter assez. Être autonome, mais rassurante. Gérer, mais laisser croire qu'on suit. Une gymnastique mentale, éreintante. Et dans certaines traditions, les mariages arrangés reviennent. Version 2.0. Présentation organisée par les familles, curriculum vitae affectif, discussion subtile sur les revenus. On ne parle plus de dot, mais on parle très vite de logement, d'héritage, de qui fait quoi. Un vieux parfum, dissimulé sous une nouvelle étiquette. Mais vous êtes fatigué de jouer ce jeu. Vous voulez aimer sans solde, vivre sans tableau Excel, offrir sans vous effacer. Vous n'avez peut-être pas les mots exacts, mais vous sentez au creux du ventre que la liberté, la vraie, commence quand ce fichu système cesse de compter. Et peut-être, un jour, vous raconterez à une jeune fille que le mot dot appartenait à un autre siècle, qu'on l'a enterré pour de bon, qu'on a appris à donner autrement, mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Alors vous continuez. Vous vous battez doucement, et dans le secret, vous résistez, en vous aimant, en vous choisissant. Et maintenant, vous êtes allongé, dans le calme. Votre respiration ralentit, vos paupières se ferment doucement, et toutes ces femmes, toutes ces vies, toutes ces dots se dissolvent en un murmure. Ce système, brutal, froid, terriblement logique, n'a jamais vraiment été une histoire d'amour. C'était une mécanique, huilée à la sueur des femmes silencieuses, une suite d'obligations emballées dans des dentelles. Et pourtant, au cœur de tout cela, il y avait des êtres humains, des rêves, des résistances minuscules, des soupirs volés entre 2 rôles imposés. Vous avez voyagé à travers les siècles. Vous avez vu les chaînes, parfois dorées, souvent invisibles, et vous avez peut-être reconnu des échos dans le présent. Dans une phrase, un regard, une attente muette. Mais ce soir, vous pouvez les laisser là, dans le passé, dans l'ombre, pour quelques heures, tout du moins. Alors, détendez vos épaules. Allongez-vous un peu plus. Respirez lentement. Et pendant que le silence vous enveloppe, souvenez-vous, vous n'avez rien à prouver, rien à apporter, rien à payer. Fermez les yeux. Vous êtes complète.